Je disais donc bonjour à tous. Avant de débuter, un merci au comité d'organisation de ce colloque, de nous permettre à tous de nous exprimer. Et à moi, du coup, aujourd'hui, donc à travers le sujet que j'ai intitulé Éditorial et construction énonciative du sujet parlant, l'exemple de la dimension argumentative de l'énalage pronominal. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de vous parler de l'éditorial et de comment l'éditorialiste, l'auteur de son article, va pouvoir se faire porte-parole de différentes communautés et de tout cela va découler une certaine dimension argumentative. Pour vous présenter ces éléments, je vais adopter le plan de présentation suivant. Tout d'abord, je vais vous définir le genre de l'éditorial, puisque tout simplement, c'est le genre central que j'utilise. Donc, je vais vous le présenter selon les besoins de cette analyse. Je vous parlerai ensuite de ce que j'ai appelé le contexte théorique, c'est-à-dire que je vous définirai les notions que je vais utiliser. Premièrement, l'énalage chez Catherine Carba-Torrichioni en 1980, et ensuite la dichotomie visée et dimension argumentative qu'on retrouve notamment chez Amossi en 2018, mais également dans d'autres travaux. À la suite de ce contexte théorique, je vous proposerai une application théorique de ces notions aux pronoms dans le genre de l'éditorial, et notamment en étudiant quelques exemples. J'appuierai en fin d'étude sur l'importance de l'éditorial et de son scripteur, notamment au sein d'une rédaction, puisque j'aurai l'occasion de vous montrer que ça va mettre en exergue et en surbrillance les éléments que je vous aurai développés jusque-là. Puis je serai en mesure de conclure et de vous apporter quelques perspectives futures à cette étude. Je débute donc en vous présentant une définition du genre de l'éditorial. Et avant de débuter, je vous précise que, bien évidemment, cette définition est axée sur les besoins de cette présentation en particulier, et que pour une définition exhaustive du genre, je vous renverrai aux sources notamment mentionnées en bibliographie. Donc le genre de l'éditorial, premièrement, c'est un genre fondamentalement argumentatif, puisque tout simplement pour vous l'illustrer, on peut prendre l'idée selon laquelle dans l'analyse journalistique traditionnelle, on va faire une différence entre le pôle de l'information et le pôle du commentaire. C'est une distinction qui est un peu passée, mais qui nous permet de bien entrevoir le genre comme argumentatif. Le pôle de l'information, c'est celui qui va décrire une information qui est nouvelle et qui va le faire selon une volonté impartiale, c'est-à-dire le rapport de l'information objectif, on va dire ça comme ça. De l'autre côté, le pôle du commentaire, lui, il va s'emparer de ces éléments déjà traités dans les articles informatifs et il va s'en emparer pour en déduire une argumentation, un commentaire, ce qui fait donc de l'éditorial, qui fait partie du pôle du commentaire, un genre fondamentalement argumentatif. Justement, comme je viens de vous le dire, il s'appuie sur un événement important de l'actualité pour argumenter. Donc, il prend appui sur un événement déjà traité dans les articles informatifs. Et c'est un événement qui, bien souvent, est important, c'est-à-dire que, bien souvent, l'éditorialiste va s'emparer des sujets politiques, sociétaux, économiques, philosophiques, littéraires. Et ce sont souvent des sujets qui concernent un nombre de lecteurs assez important. Ce sont souvent des sujets de portée large. Donc, l'éditorialiste s'appuie sur des événements importants pour développer son argumentation. Au sein d'un journal, et je vous développerai cette idée en dernière partie, l'éditorial est considéré comme un genre important, puisqu'on va le définir généralement comme ce qu'on appelle la vitrine idéologique du journal, chez Herman et Jufer en 2001. C'est-à-dire que l'éditorialiste écrit à l'aune de sa seule signature, mais il jouit d'une certaine caution, d'un certain aval, un certain consensus de la part d'une équipe de rédaction, ce qui fait que quand vous prenez connaissance d'un éditorial, vous pouvez avoir un positionnement idéologique général de la revue ou du journal à la lecture de cet article, ce en quoi on le nomme la vitrine idéologique du journal. Un autre élément important, c'est que l'éditorial est particulièrement, depuis les 20-30 dernières années, l'éditorial use de l'effacement énonciatif, qui a été défini notamment par Vion et Rabatel en 2006 et 2004. L'effacement énonciatif renvoie au fait que le locuteur peut avoir à dessein d'objectiver entre guillemets son discours en effaçant les marques de subjectivité, les marques déictiques dans son discours. Ceci dans le but de le rendre
ou en tout cas de s'approcher d'une certaine objectivité. Bien évidemment, tout ceci ne reste qu'un simulacre, hein, comme le soulignent les deux auteurs, puisque toute mise en discours détient une part de subjectivité, bien évidemment, mais l'éditorialiste va tenter justement de gommer, hein, ces éléments de subjectivité pour arriver à objectiver au maximum son discours. Dans cet effacement énonciatif va découler un abandon des pronoms que j'appelle personnalisants, hein, les je et les vous, qui permettent d'exacerber la subjectivité personnelle de l'énonciateur, et le vous qui va permettre de viser directement les lecteurs, hein. Ce sont donc des pronoms personnalisants qui, dans une dynamique d'effacement énonciatif, vont être abandonnés au profit des pronoms pluriels on et nous, qui présentent pour l'éditorialiste deux avantages, puisque le on et le nous permettent en même temps d'inclure l'énonciateur à sa propre énonciation, de s'inclure au on et au nous, mais également d'inclure des communautés qu'il va pouvoir choisir selon le contexte de l'éditorial. Et c'est justement ce que je vais avoir à dessein de vous présenter ensuite. Avant de débuter ces éléments, je vous présente un contexte théorique. Je vais essayer de vous présenter les deux notions que j'utilise dans cette étude. Premièrement, la notion d'énalage chez Catherine Carbat-Torrichioni en 1980. Catherine Carbat-Torrichioni appelle l'énalage ce qu'elle appelle un décalage de valeur par rapport à un sens usuel, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un mot, un vocable, un lexème, hein, qui sera défini par un sens usuel, par exemple fixé au niveau lexicographique, hein, au niveau d'une définition dans un dictionnaire. Et par rapport à ce sens usuel, on pourra retrouver tout un spectre de valeurs, de sens qui seront en décalage par rapport à ce sens usuel. Et c'est justement ce spectre de valeurs qui sera appelé l'énalage. J'utilise la notion d'énalage par extension dans cette présentation pour définir toutes les valeurs que pourront recevoir les pronoms dans le genre de l'éditorial. Ça présente un avantage, c'est que ça permet tout simplement de théoriser sous un seul vocable et une seule notion, hein, la multiplicité des valeurs des pronoms dans l'éditorial, comme j'aurai dans le but de vous le montrer en suivant. Cette notion d'énalage, j'essaie de la lier à une définition de la dichotomie visée et dimension argumentative qu'on retrouve chez Amosi en 2018, mais également dans ses travaux antérieurs. Elle définit cette dichotomie visée et dimension argumentative en lien avec sa définition de l'argumentation. Donc, elle définit premièrement que la visée argumentative se traduit par une volonté claire d'argumenter, hein, c'est-à-dire que le locuteur, dans son texte ou dans son discours, laissera transparaître par exemple des figures de discours, des éléments rhétoriques, hein, pour assumer pleinement, hein, si on peut dire, sa volonté d'argumenter et exercer une argumentation sur son interlocuteur. Pour exemplifier cette notion de visée argumentative, hein, on peut lier la notion de séquence argumentative chez Adam en 2015, puisque Adam en 2015 précise que la séquence argumentative est une parcelle textuelle qui débutera par des prémices, c'est-à-dire le fait de convoquer une thèse antérieure afin de l'étayer ou de la contrer, hein. Ces prémices seront avant un enchaînement d'arguments ou de preuves qui mèneront à une clausule argumentative ou une morale. Ce qui fait que quand vous avez une séquence argumentative, vous vous trouvez simplement en présence d'une visée argumentative, tout simplement parce qu'on voit une volonté claire d'argumenter de la part du locuteur. Dans la continuité de cette visée argumentative, on retrouve en second la dimension argumentative qui va spécialement nous intéresser, puisque celle-ci se place en filigrane, c'est-à-dire qu'on aura toujours une volonté d'argumenter de la part du locuteur, mais cette fois sans laisser d'indice argumentatif ou rhétorique clair, hein, c'est-à-dire que ce sont tous les autres moyens verbaux qui vont permettre d'agir sur l'interlocuteur, mais sans qu'on ait d'indice argumentatif à proprement parler clair. On peut prendre un exemple. Imaginons une narration, un récit qui prendrait corps dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. On aurait donc un récit qui présenterait des fonctionnalités narratives et descriptives, hein, dans sa composition. Pour autant, le fait de définir et de décrire des horreurs terribles de guerre pourra agir sur l'interlocuteur comme un combat implicite contre l'institution justement de la guerre, hein, en présentant les éléments sur la base d'une narration et d'une description pour avoir une dimension argumentative qui sera donc
implicite et donc en filigrane. Je vais donc essayer maintenant de vous proposer une application théorique de ces éléments au genre de l'éditorial, puisque je vous ai dit en introduction que l'éditorial utilisait majoritairement des pronoms dépersonnalisés, les pronoms « on » et les pronoms « nous » qui permettent de fondre la subjectivité de l'énonciateur dans une énonciation plurielle. Ces pronoms, comme on va le voir, vont permettre à l'éditorialiste de former le récepteur du message, c'est-à-dire que l'éditorialiste va pouvoir sélectionner des communautés et s'en faire porte-parole. C'est selon Lee en 2003, en passant justement par l'énalage, c'est-à-dire tout un spectre de valeurs variées des différents pronoms qu'on va trouver dans l'éditorial. Et cet élément, en continuité, va s'inscrire dans une dimension argumentative puisque l'éditorialiste aura pour but de faire implicitement accepter le propos au lecteur puisqu'il va les inclure implicitement à son propre discours dans une dimension donc argumentative mais également énonciative puisque ça passe par l'utilisation des pronoms et tout ceci se passera donc en filigrane, se passera dans l'implicite. Pour vérifier ces postulats, je vous propose quelques exemples. Et tout d'abord, un exemple qu'on appelle de nous, de pronom nous, inclusif, que j'emprunte à Lee en 2003. Et l'exemple également, je l'emprunte au même ouvrage. On voit donc dans l'exemple, la bévue jospinienne nous renvoie à un travers très contemporain, la manie très passée. Ici, on a un éditorial qui prend appui sur un contexte politique particulier, celui de la cohabitation politique entre Lionel Jospin, ministre de gauche, et Jacques Chirac, ministre de droite. Ici, dans l'éditorial, donc, on voit que l'éditorialiste dit « la bévue jospinienne nous renvoie à un travers très contemporain » et le contexte ne nous permet pas d'affirmer que la communauté qui est visée est autre que celle de tous les lecteurs. On définit par nous inclusif le nous qui va inclure absolument tous les lecteurs, c'est-à-dire que le nous ici va permettre de mobiliser tous les lecteurs de l'éditorial, mais également l'éditorialiste, qui va par cela se faire porte-parole de tous ces lecteurs pour les prendre à partie et les intégrer au discours selon lequel la bévue jospinienne nous renverrait à un travers très contemporain, la manie très passée. Il exerce donc une dimension argumentative sur ses lecteurs. Dans un second temps, je vous propose un exemple de nous qui va viser cette fois une communauté non plus de tous les lecteurs, mais une communauté un petit peu plus circonscrite et identifiée. Il y a une très longue tradition, je souligne, québécoise de coopération en terres africaines. Il a fallu que 6 d'entre eux meurent dans un attentat au Burkina Faso pour que nous réalisions que nous pouvions aussi être atteints. Ici, on voit que déjà l'exemple est tiré du journal Le Devoir, qui est un journal québécois. On voit dans l'exemple que l'éditorialiste nous parle d'une tradition québécoise et que donc, cotextuellement, on comprend que le « nous » ne renvoie plus à tous les lecteurs, mais renvoie cette fois à tous les Québécois. C'est un éditorial qui traite du terrorisme et des attentats, et il traite du fait qu'il veut faire comprendre aux Québécois qu'ils peuvent également être atteints par ce terrorisme, et c'est pour ça qu'il dit que nous réalisions que nous pouvions aussi être atteints. L'éditorialiste se fait donc porte-parole de tous les Québécois pour les inclure à son discours et donc leur faire accepter et cautionner le propos et donc exercer sur eux, encore une fois, une dimension argumentative par le biais d'une nouvelle valeur du pronom « nous ». Après ces exemples de pronom « nous », je vous présente maintenant 2 exemples du pronom « on ». Et tout d'abord, un exemple de « on » qu'on va interpréter comme « nous » inclusif, qui va donc être très proche de l'exemple vu sur la slide précédente, que j'emprunte encore une fois à Lee en 2003. On ne sera pas surpris que cette contraction du crédit politique affecte les catégories de la population les plus concernées par le chômage. Ici, le « on », encore une fois, dans le texte, il n'y a aucun indice qui permet de viser une autre communauté, encore une fois, que celle de tous les lecteurs. C'est-à-dire que l'éditorialiste veut intégrer tout interlocuteur lisant à son discours pour leur faire accepter l'idée selon laquelle on ne devrait pas se surprendre que la contraction d'un crédit politique affecterait la population les plus pauvres en France. Encore une fois, on a un « on » qui va revêtir la même valeur que le « nous » inclusif et qui va avoir pour but d'intégrer tous les lecteurs et donc l'éditorialiste pour s'en faire porte-parole de tous ces lecteurs et de les inclure à donc ce discours.
Et enfin, j'aimerais vous présenter un dernier exemple qui va être qui va bien illustrer cette potentialité de l'énalage dans les pronoms, hein, puisqu'on va voir un exemple de on qui vise une autre communauté identifiée, cette fois beaucoup plus circonscrite. Je souligne, Montréal ne peut certes pas plaider l'inédit et l'incompréhensible. Les histoires d'horreur vécues à New York, San Francisco, Vancouver ou Toronto le confirment. Plus on tardera à mener une action efficace et musclée, pire sera le problème. Je rappelle que Le Devoir est un journal québécois, mais qui plus est montréalais, hein. Il est édité à Montréal. On voit donc en début d'exemple, Montréal ne peut certes pas plaider l'inédit et l'incompréhensible, hein, et cet éditorial traite d'une invasion de punaises de lit dans la ville justement de Montréal. L'éditorialiste fait le lien avec d'autres villes du nord du continent américain, mais il se trouve que l'invasion prend place ici à Montréal. L'éditorialiste va se faire par le biais du « on », avec « on tardera à mener une action efficace et musclée ». Il va se faire porte-parole non plus de tous les lecteurs, non pas de tous les Québécois, mais cette fois de tous les habitants de Montréal, puisqu'il va affirmer, en les prenant à partie et en s'en faisant porte-parole, que plus on, c'est-à-dire les pouvoirs publics de Montréal ainsi que les habitants, plus on tardera à mener une action, je cite, efficace et musclée, pire sera le problème des punaises de lit. Donc ici, on a un éditorialiste qui se permet de se porter parole pour les habitants de Montréal et non plus tous les Québécois ou tous les lecteurs, ce qui exemplifie le fait que l'éditorialiste a une marge de manœuvre assez ouverte avec ses pronoms pour mobiliser les communautés dont il a envie selon le contexte de son éditorial et d'exercer une dimension argumentative dans le fait de les inclure implicitement à son propos. J'aimerais, avant de terminer, lier cette idée à l'importance de l'éditorial et de son auteur, puisque en introduction, je vous avais dit que l'éditorial représentait la vitrine idéologique du journal, hein. C'est-à-dire que l'éditorialiste détient une légitimité dans son écriture. Il devient le détenteur du skeptron, notion développée chez Pierre Bourdieu notamment. Le skeptron, c'est une manière de métaphoriser une légitimité qui est donnée à un groupe social, à un seul locuteur qui va pouvoir s'exprimer en leur nom. Et ici, le skeptron, l'éditorialiste le détient pour pouvoir s'exprimer au nom de toute une rédaction. Ce qui fait qu'il devient en fait le porte-parole de cette rédaction, hein, c'est pour ça qu'on parle également de la vitrine idéologique du journal, et il devient du coup légitime à mobiliser les différentes valeurs pronominales, il devient légitime à mobiliser les différentes communautés, alors tous les lecteurs, tous les Québécois, les Montréalais, mais il y a également d'autres exemples. Il devient légitime à le faire, hein, et on n'est pas devant la volonté personnelle de l'éditorialiste qui se permettrait sans aucune caution de mobiliser des communautés. Il est légitimé à le faire dans sa place justement d'éditorialiste. L'éditorial s'enveloppe donc d'une ce que j'appelle aura contextuelle qui supporte l'énonciation dans l'utilisation des pronoms et sa dimension argumentative. C'est-à-dire que justement, l'utilisation spéciale de ces pronoms et leurs retombées argumentatives est à envelopper d'une caution générale qu'on lui fait, hein, et notamment dans une rédaction qui le légitime justement à passer par tous ces procédés. J'arrive à la fin de cette présentation et pour conclure, j'aimerais apporter quelques éléments de pondération premièrement, puisque j'aimerais rappeler que cette étude n'est que préliminaire, puisque mon corpus est encore assez restreint. Les exemples que j'utilise également, pour l'instant, il n'y en a que 4, c'est assez restreint, donc ça n'atteint pas un niveau d'exhaustivité, hein, bien évidemment. Également, je me place surtout en continuité d'autres travaux, et notamment l'ouvrage de Lee en 2003, hein, spécialement. Et c'est une étude qui demande à être bien évidemment précisée pour la rendre exhaustive. Et justement, ça me permet d'ouvrir quelques perspectives futures, puisque cette étude se fait en parallèle de la rédaction d'une thèse dans laquelle j'essaie d'étudier les différentes formes qui existent dans l'éditorial dans le monde de la francophonie. Et justement, cette étude pourrait constituer, si elle est rendue exhaustive, ou en tout cas, si elle est un petit peu plus fournie et précisée, je pourrais essayer, par exemple, de l'inclure pertinemment à mon travail de thèse, hein, pour définir quel pourrait être, à grande échelle, l'énalage et la dimension argumentative dans le genre de l'éditorial. Je vous présente quelques éléments de bibliographie et je vous renvoie notamment à l'ouvrage de Lee en 2003 et à l'article de Herman et Juffer en 2001
pour une description de l'éditorial assez exhaustive, hein. Et je vous remercie de votre écoute puisque j'arrive à la fin de ma présentation. Merci à tous.